Bonjour Monsieur Chaud. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir dans vos locaux, donc chez Agilis Performance. D'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Oui, alors rapidement, ça va être un Voilà, exercice de rapidement. style. Oui, alors donc je m'appelle Bruno Chaude, j'ai 54 ans. Je suis originaire de Nancy. Scolairement, j'ai eu un parcours assez standard avec ce qui s'appelait à l'époque un bac G3, ça doit être MUC maintenant, j'imagine, quelque chose comme ça. Puis une année complémentaire en fonction commerciale à la Chambre de commerce, D'accord. qui s'appelait les Instituts des forces de vente. Et puis à l'âge de 21 ans, directement entré dans la vie active. Par quelques PME ici à Nancy, autour du mobilier de bureau, puis quelques expériences à l'export. Et puis aux alentours de 25-26 ans, j'ai eu la chance d'intégrer un grand groupe américain où je suis rentré vendeur et où 20 ans plus tard, j'ai terminé directeur des ventes. D'accord. Plutôt basé sur Paris, le siège était basé sur Paris. Donc j'étais en permanence en transit entre Nancy où j'ai continué à vivre et Paris où je travaillais, quoi. D'accord. C'est une entreprise de quoi du coup? Alors, Checkpoint System, il faisait ce qu'on appelle de la lutte contre le vol à l'étalage. Vous savez, les espèces de portiques que vous trouvez, les D'accord. antennes que vous trouvez à la sortie des magasins ou de la grande distribution. Et puis, ils ont évolué vers la traçabilité des produits avec des technologies comme la RFID qui permettaient de suivre depuis la fabrication du poulet jusqu'à sa distribution. D'accord. Pas grand-chose à voir ensemble avec la formation. Ouh. Non, non, à voir avec la formation en termes de produits, non. Mais comme finalement, au-delà de mon parcours de commercial à l'époque, donc pendant une dizaine d'années, puis ensuite j'étais responsable régional, puis responsable national. Alors pour le coup, le dénominateur commun, c'est plutôt l'individu, le capital humain, le D'accord. collaborateur. Le produit effectivement était accessoire, mais moi mon job était plutôt de manager les équipes, de créer les conditions de leur réussite. Et là, pour le coup, le lien avec la formation, bah, il est tout trouvé, puisque aujourd'hui aussi, dans la formation, l'idée, c'est d'accompagner les gens à la fois dans un transfert de compétences et dans la volonté de mettre en application quelques conseils, quelques expériences, quelques tips, peut-être comme on dit aujourd'hui. Donc le lien, il est là, il est dans le développement personnel de chaque individu avec lequel on est amené à travailler. D'accord. Et pour vous, la formation, c'est un facteur vraiment qui est clé dans la performance d'une entreprise? C'est essentiel de former son capital humain? Bah évidemment, Oui. évidemment. D'abord parce que tous les collaborateurs ne viennent pas avec le même Bien vécu, sûr. avec les mêmes compétences, avec les mêmes appétences, et que bah, le capital humain, ça reste le produit entre guillemets le plus important. Et donc c'est au management, c'est à la formation, c'est au développement personnel, c'est à l'enrichissement technique ou commercial que revient la responsabilité de rendre l'autre plus efficient, plus efficace dans son métier. D'accord. D'autant plus dans une entreprise internationale, j'imagine que ça a dû Ouais. parfois être compliqué. Alors effectivement, ce qui peut-être a été un élément bloquant, ça a été la langue, Oui. puisque peut-être à la différence des générations plus récentes, euh, nous c'était pas encore dans les années 70-80 une obligation, j'allais dire, de pouvoir pratiquer une autre langue et notamment la langue du commerce qui est l'anglais. Alors effectivement, dans les échanges internationaux qu'on pouvait avoir avec, notamment là, avec les États-Unis, alors j'étais un tout petit peu plus limité. D'accord. Toute la capacité relationnelle, toute l'aisance oratoire était confrontée à la langue, quoi. Donc ouais, effectivement, ça a été peut-être un handicap en tout cas. Ouais. Bon, c'est toujours compliqué, hein. On connaît le niveau des Français en anglais, notamment les derniers classements PISA ne sont pas très très bons en maths, en anglais non plus. Ça, D'accord. c'est votre boulot, moi, Ah c'est oui, plus le non, bien mien, sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous aviez une appétence directement, bon, forcément par le management d'une part, mais vous aviez une appétence à la base aussi pour la formation. Enfin, qu'est-ce qui vous a fait vraiment switcher de cette carrière internationale dans un Alors, gros groupe à monter votre boîte? deux facteurs. Le premier, c'est l'éloignement, D'accord. puisqu'effectivement, entre guillemets, s'épanouir professionnellement loin des siens, c'est pas toujours aisé finalement, pas toujours confortable. De voir ses enfants grandir qu'à moitié, puisque vous êtes plus de la moitié du temps en extérieur. Ça a été un premier élément. Et le deuxième élément, c'était aussi d'avoir fait le tour de la mission, le tour de la fonction. D'accord. C'est-à-dire de se dire que au début de l'année, si je suis très bon, très 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 bon ou juste bon, ça changeait pas grand-chose tellement tout était plutôt sous contrôle. Donc à la fois c'est une notion de challenge et une notion de revivre un peu plus en local. Le tout avec l'idée d'être reconnu chez soi, c'est-à-dire en Lorraine, à Nancy, alors que finalement on me connaissait plus professionnellement à Paris, Versailles ou dans d'autres coins de France et pas chez moi. Donc il y avait ce côté patriotisme géographique qui fait que j'avais un peu envie d'exister ici en local, quoi. Voilà. Ah, Ensuite, des parcours de vie, des rencontres ont fait que ça a pu se faire, mais
Il Ouais. faut, hein, je suis assez chauvin avec cette région aussi. On a une très belle région. C'est vrai que c'est bien de se réimplanter, entre guillemets, en acteur local. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, c'est votre domaine. Plein de formations en ligne maintenant existent. Des formations plus ou moins, comment dire, bidons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une bonne initiative? Enfin, c'est Alors, la question se pose évidemment beaucoup, aussi bien à travers la période de post-Covid qu'on vient de vivre, donc ça a été évidemment un élément de communication important. Je dirais deux choses. Je dirais que effectivement, si on a un contenu de mmh, formation qui est soit réglementaire, soit administratif, soit technique, soit comptable, bon, là, la visio ou le digital peut faire le job. Il manquera toujours la relation interpersonnelle, mais le contenu est un contenu technique, du droit par exemple, pour connaître son droit. Dès lors qu'on aurait des matières qui seraient plus vivantes, comme la relation client, comme le commerce, comme je sais pas, la négociation, comme le coiffeur, évidemment. Le digital, c'est plus compliqué. Donc, dès lors que la notion de l'humain et de la qualité pédagogique est plus essentielle au produit, alors je suis beaucoup moins fan du digital ou de la visio. Ouais. d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que maintenant tout le monde, entre guillemets, «sort sa formation», Hum. de gens qui ont pas forcément, les qualités intrinsèques pour ça. C'est vrai que c'est un business, hein, clairement c'est un business et c'est vrai que Ouais, c'est, vous avez raison, mais à la fois, je crois que la qualité, la récurrence, la vente additionnelle d'une formation, elle est à la fois dans ce que vous émettez, dans ce qui est retenu par l'autre, et rien ne vaut le contact humain pour d'accord. bien se garantir que le message est placé, que des mises en situation sont pertinentes, qu'il n'est pas en train de prendre un café ou de couper sa caméra. Autrement dit, vous avez un moment important que vous avez fait monter en chantilly là pour donner la substantifique moelle de votre propos. Et en visio, le mec, il est peut-être aux toilettes, donc ce qui fait que c'est assez naze, quoi. Et puis, on a relativement peu d'accusés de réception humains en visio. Plus le fait que la visio va donner du nombre et que plus vous donnez du monde, plus vous perdez la personnalisation de votre projet, de votre discours. Donc, je répète, si ce sont des métiers avec une grande législation, avec une grande organisation, administration, bref, peut comprendre que si c'est du contenu descendant, ça peut être fait. Si c'est du contenu en échange, si c'est du contenu à créer, si c'est du contenu à faire évoluer, si c'est du contenu à théâtraliser, bah, j'y crois pas une seule seconde à la visio, quoi. D'accord. OK, très bien. On sait que l'État agit pas mal pour la formation. Mhm. Je sais pas si pas mal c'est un euphémisme ou au contraire, peut-être pas assez, je sais pas. Plusieurs choses ont été faites, CPF, CFP. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces acronymes? On entend beaucoup ces acronymes, enfin, c'est un bazar d'acronymes et on sait parfois pas très bien ce Alors, que en ça implique, en fait. substance, d'un côté, on a le CPF, qui est donc une contribution de l'État, du gouvernement, pour aider chaque salarié à finalement s'améliorer ou avoir des formations complémentaires dans le cadre de son métier. C'est plafonné à une certaine somme et vous pouvez l'utiliser tant que vous êtes en activité et plus au moment de la retraite. Une des conséquences, c'est que pour bénéficier de ces prestations, il faut que derrière, vous puissiez avoir une qualification complémentaire, une certification complémentaire, en gros un niveau différent de celui de départ. L'inconvénient, c'est que ce sont souvent des cycles assez longs Mmh. de formation. Puis derrière, vous avez toute une autre branche de possibilités, CFP, contribution à la formation professionnelle, des aides particulières du Conseil général ou d'autres organismes, qui eux vont pouvoir vous proposer des formations peut-être pas forcément diplômantes ou certifiantes, mais qui doivent répondre à un certain nombre de critères qui sont validés par Datadog, par Calliope, qui sont des organismes certificateurs du contenu des formateurs. Donc, deux aspects des choses. Ce qu'on peut dire, c'est que ce soit le salarié ou l'auto-entrepreneur en France, il a la grande chance de pouvoir être accompagné. Et ça, c'est une des répartitions sociales, je dirais, de retour, puisque toutes les entreprises peuvent être amenées à cotiser et pas forcément en avoir le retour sur investissement. Donc, oui, c'est une grande chance et c'est un budget assez important, assez conséquent en France, qui aide les gens à pourquoi pas se repositionner, se réinventer ou devenir plus pointu dans tel et tel sujet. Et je crois que ça accompagne bien l'évolution de la société. Quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine, une quarantaine d'années, on était les salariés d'une entreprise, d'une Mmh. vie. Et puis, on commençait déjà à nous dire qu'on allait faire 3 ou 4 métiers dans notre vie. Bah, c'était très très juste puisque moi j'ai 54 ans et j'en ai déjà fait 5 ou 6. Alors évidemment, la nouvelle génération va être amenée à être plus variée, plus diversifiée, plus prime sautier sur différents aspects professionnels. Et la formation continue est un axe qui permet de se reposer les bonnes questions et de se réorienter là où on a le plus d'appétence pour avoir un plaisir finalement à faire
40, 60 ou 80 heures par semaine selon l'ambition qu'on se fixe, quoi. Vous l'avez dit, il y a eu un changement de paradigme. Mm. On fait maintenant pas qu'un emploi Mm. toute sa vie. On est amené à bouger, à avoir une mobilité internationale, mobilité entre les emplois. Est-ce que pour vous, la polyvalence, être multicasquette, c'est vraiment le facteur aujourd'hui qui permet, entre guillemets, de réussir, entre guillemets? Je ne sais pas si c'est la polyvalence ou si c'est la multi-ambition ou la curiosité. Je pense qu'on peut ne pas être compétent, mais avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie, on peut acquérir des compétences. Est-ce qu'on est multi-compétences? Est-ce qu'on peut être bon dans tous les domaines? Je suis pas sûr. Si j'en veux pour preuve le début de l'expérience Agilis en 2015, on a voulu prester sur un certain nombre de sujets et ça allait aussi bien de EPI, équipier de première intervention, donc tout ce qui était au niveau de la sécurité, jusqu'au développement personnel. Et puis on s'est vite aperçu que même dans l'œil du client, on pouvait difficilement être reconnu comme varié et spécialiste. Et donc on a repositionné sur nos cœurs de métier la relation client, la technique de vente, le management et l'immobilier et on a laissé de côté tout ce qui était périphérique à notre cœur de compétences. Donc on aurait pu mettre en place d'autres compétences, mais on n'était pas reçu par la clientèle comme étant compétent dans tous les sujets, dans tous les moments. Bon bref, c'est pour ça qu'il y a des marchés, c'est pour ça qu'il y a des créneaux, et donc au bout de 2 ans, c'est repositionné sur lequel on était reconnu et crédible. D'accord. Et vous pensez que du coup, c'est mieux de se nicher pour ça dépend bien sûr, ça dépend des entreprises. Je dirais que c'est un choix du roi et que si en plus on peut se nicher et que ça atteigne les objectifs qu'on s'est fixés, on prend forcément moins de risques à devoir être polyvalent et compétent dans tous les sujets. Mais c'est une richesse. Je crois qu'au départ, on commence surtout par essayer d'être le plus large possible, le plus polyvalent possible, parce qu'on a besoin de se rassurer, parce qu'on a besoin de faire tourner la boutique, on a des factures à payer. Et si évidemment on pouvait commencer qu'avec un seul sujet et qu'on soit reconnu pour ça et que ça permette de payer les factures, bah pourquoi se mettre la rate au courbouillon? Oui. Mais on commence souvent par de la polyvalence et puis ensuite on regarde là où on est les plus, là où on prend le plus de plaisir. Et si on prend du plaisir, on est souvent très efficace. D'accord. Le statut de micro-entrepreneur a un peu le vent en poupe chez les jeunes, tant mieux, on peut que s'en féliciter. Est-ce que vous pensez qu'il faille une formation ou je ne sais pas, est-ce qu'on ne forme pas assez à l'entrepreneuriat, entre gros guillemets, à l'école, dans le cursus scolaire? Alors, c'est possible, hein, j'ai une expérience d'intervenant en école qui est assez faible. Une chose est sûre, c'est que de la même manière que ce qu'on évoquait tout à l'heure, tant qu'on aura des institutionnels qui vont nous parler de l'entrepreneuriat, tant qu'on aura que des doctorants qui vont nous parler de l'entrepreneuriat, quand on n'aura pas de maçons qui viendront nous parler de la maçonnerie, tant qu'on n'aura pas de commerciaux qui viendront nous parler de la relation client, alors on va certainement perdre en qualité pédagogique. Maintenant, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que moi, j'ai eu cette sensibilité à l'entrepreneuriat, j'avais 45 ans. C'est vrai que j'ai des enfants qui ont fait des écoles de commerce et dans leur classe, il y avait entre peut-être 1/3 ou 1/2 de ces copines ou copains qui étaient déjà entrepreneurs de quelque chose, soit disc jockey, soit boxe, soit etc., etc. Bah, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a quand même quelques rouages qu'il faut découvrir, hein, les factures, la comptabilité. Moi, le seul conseil que je dirais, c'est d'abord de commencer tôt parce qu'il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, et ensuite de commencer qu'avec de la prestation intellectuelle. C'est-à-dire, vous mettez pas de stock dans les reins, vous mettez pas de matière première dans les reins, parce que pour le coup, là, faut sortir du cash, faut sortir de la garantie, et on peut vite se tromper, et là, ça devient cher. Si vous vendez de la prestation intellectuelle, du service, bah, vous vous plantez, vous avez consommé du temps homme, du temps femme, mais point barre. Si vous avez commencé en achetant une cuisine parce que vous voulez faire des plats cuisinés, ça va devenir un peu plus chaud, quoi. Surtout quand c'est pas l'unique passion de votre vie, que vous avez une adolescence ou l'entrée dans la vie active à faire. Commencer en se mettant des crooms, des crédits, c'est bon, ça peut être intéressant. C'est juste un peu plus risqué que de faire que de la prestation intellectuelle, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Alors oui, sur la polyvalence de l'auto-entrepreneur, souvent, alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, souvent ils ont une vraie compétence, hein. Ça peut très bien être un chauffagiste, ça peut être un décorateur intérieur, ça peut être un disc jockey, et c'est le cœur de sa compétence. Mais ça suffit pas le produit. Il faut une rigueur en termes de comptabilité, il faut une rigueur en termes d'accompagnement, d'engagement, de plans à 12, 18 ou 24 mois. Il faut être capable de tenir ses lignes, de tenir les engagements, bref, de maîtriser ses coûts, de maîtriser ses marges. Donc, il est tout à fait possible qu'une très très bonne idée puisse ne pas donner un vrai bon succès, parce qu'effectivement, un bon chauffagiste n'est pas un bon négociateur, un bon décorateur à l'intérieur et peut-être pas un bon planificateur, j'en sais rien. En tout cas, l'auto-entreprise demande une palette de compétences
qui est vraiment varié. Et du coup, ne serait-ce que la comptabilité, hein, faire sa comptabilité. Et plus vous le chiffre va être en développement, plus la comptabilité ou le statut va se complexifier, ou en tout cas va devoir s'adapter. Donc, on peut difficilement être bon en tout. Donc, je dirais que finalement, en conclusion, le secret de l'auto-entrepreneur, oui, c'est d'avoir une volonté de se former sur de multi-sujets, ne serait-ce que pour avoir un vernis, et c'est surtout de savoir s'entourer. Évidemment, c'est de savoir s'entourer. Sur plein de sujets qui nous habitent encore aujourd'hui, comme des projets immobiliers. Bah, aujourd'hui, si j'ai pas un conseiller, un notaire, un avocat fiscaliste, bah, je suis pas moi en capacité, même en tant que responsable d'entreprise, de prendre une décision sûre. Donc j'ai besoin de compétences à chaque fois dans des domaines différents de mon cœur de métier. Ok, donc la clé, d'être entouré. La clé, être entouré. La clé, ne pas s'arc-bouter sur ses seules valeurs ajoutées. Ça, c'est peut-être le pire des conseils qu'on peut donner, c'est de ne pas laisser place à l'autocritique, de ne pas laisser place à d'autres avis Mm. et de s'arc-bouter sur ce qu'on sait faire, sa compétence, etc. C'est très frustrant parce que c'est sa boîte, mais peut-être qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Donc voilà, de ne pas être monomaniaque, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un vrai souci que moi, je rencontre personnellement. De ma meilleure expérience, j'ai du mal, par exemple, à déléguer. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment du mal à déléguer, il faut que je travaille là-dessus. Et voilà, c'est vrai que peut-être qu'un accompagnement pourrait aider ce Bah, processus, en tout entre cas, autres. comprendre que bah, tant que vous êtes seul ou Oui, deux, vous pouvez ne pas déléguer, vous avez une capacité de travail à le faire. Si demain vous êtes 10, penser ne pas devoir déléguer, c'est déjà la première erreur. oui, Et le fait est que euh, pour des individus, hommes ou femmes, qui ont un grand niveau d'exigence, une grande qualité de travail sur ce qu'ils font, déléguer, c'est carrément voyage en terre inconnue, quoi. Parce que personne ne fera aussi bien que l'exigence qu'il s'impose. mm, Sauf que, bah, au bout d'un moment, on explose, quoi. Parce que d'abord, on ne sait pas tout faire, on ne saura pas tout faire, et puis il y a un rapport poids-puissance qui fait qu'un jour ou l'autre, si ça marche, penser pouvoir tout faire, c'est déjà le terreau de tout rater, quoi. d'accord. Donc la délégation, et notamment la délégation managériale, c'est une des clés du succès. Là aussi, pour l'autre, puisque vous avez une équipe, etc., et vous faites tout à la place d'eux, donc quel est l'enrichissement personnel de l'autre, votre collaborateur, quelle est sa capacité à s'épanouir, puisque ses idées sont jamais prises en compte et on lui demande de travailler comme vous avez décidé de travailler. On ne l'oblige pas à un résultat, mais on l'oblige à une méthode. Waouh, bah dans ce cas-là, vous êtes dans la frustration totale, quoi. Donc non seulement c'est un piège de pas déléguer, et c'est surtout une non-richesse pour l'autre de devoir faire comme vous êtes vous, comme vous feriez vous. Il y a plusieurs manières d'aller à Rome, quoi. D'accord, très bien. Bon, je vais pas vous bassiner avec ce sujet, parce que moi-même, ça me saoule, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. On Mhm. parle quasiment que de ça, en fait. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez dans le domaine de la formation? Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'avenir, ou de toute façon, le capital humain n'est jamais remplaçable? Alors, euh, je suis un petit peu old school sur la question, parce que nos outils de formation, en tout cas ce qui nous différencie, c'est d'être le plus créatif possible avec Hmm, notre interlocuteur. Alors, si l'IA, j'ai bien compris, c'est le regroupement de toutes les expériences qui ont eu lieu par ailleurs, qui sont grâce à des filtres ou des mots-clés, et il vous repropose une synthèse. Ok, donc ça veut dire que la plupart du temps, ça a déjà existé, puisque c'est... Alors, elle pourrait être créatrice, l'intelligence artificielle. Ok, j'attends encore. En tout cas, moi, je veux bien relever le défi d'une formation ou d'un accompagnement commercial, managérial entre la machine et moi, quoi. Je vais pas faire comme les grands champions d'échecs, mais j'avoue que à mon âge, je suis pas sûr qu'elle va me dépasser tout de suite, quoi. Mais je suis déjà très mature, très en avance dans l'âge. Mais oui, elle peut faire gagner du temps, incontestablement, dans la matière en lien avec la relation interpersonnelle et l'individu. Je suis encore pas convaincu. d'accord, très bien. Est-ce que, pour vous, on a parlé un petit peu tout à l'heure d'échecs, enfin, d'échecs, j'aime pas vraiment ce mot, d'ailleurs, c'est vraiment, c'est ça. Est-ce que c'est tabou en France pour vous? Alors, Enfin, pour moi, c'est pas tabou, mais oui, c'est tabou oui, en c'est une France. question un peu rhétorique, parce que oui, c'est tabou, On a, justement. on a souvent l'occasion de comparer les Oui, c'est Nord-Américains, ça. qu'ils soient américains ou canadiens, et eux ont une formule qui dit que si tu as pas planté deux ou trois Mm. boîtes, t'es pas un bon businessman. En France, on dit que dès que tu en as planté une, tu es un tocard. Je crois que toute la mesure, elle est là. On se donne pas le droit à l'échec. Or, l'échec, ça peut être un mode d'apprentissage. Ben, on se donne pas le droit à l'échec.
Moi, je dirais simplement que, comme le fait ou comme le dit la Française des Jeux, chaque gagnant a tenté sa chance. Et moi, rien que pour ça, j'accompagnerai, je remercierai toujours quelqu'un qui essaye, qui ose. Et s'il se plante, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui a essayé avant d'être quelqu'un qui s'est planté. D'accord. Et puis, de toute façon, on tirera toujours des enseignements d'un échec, peut-être même plus que d'un succès. D'accord, très bien. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une très très bonne vision des choses qu'on a effectivement pas assez en France. Quel est l'avenir pour vous de la formation? On en a un petit peu parlé avec l'IA, mais bon. Alors, l'avenir de la formation, comme ça, à mon échelle, c'est un peu compliqué de vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que de par les certifications auxquelles on est obligé de répondre, elle va continuer à se professionnaliser. Et ça, D'accord. c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quand même environ 60, 62, 63 000 boîtes de formation en France. Et il y en a à peu près 15% qui se créent tous les ans ou 15% qui se ferment tous les ans. Donc, il y a probablement une volatilité de ce métier qui mériterait d'être peut-être plus stabilisée. L'avenir de la formation, je crois que si elle accompagne, comme on l'a dit tout à l'heure, l'évolution de la société, c'est-à-dire la multi-activité, le fait de changer sa vie à 20, 30, 40 ou 50 ans, alors on a encore de belles heures devant nous, si tant est qu'on est toujours chevillé au corps la volonté de donner. L'idée, c'est vraiment ou de vendre, mais l'idée, c'est vraiment de transmettre. D'accord. Et ça, c'est une question finalement, on parlait tout à l'heure de jeunesse dans l'entrepreneuriat, etc. C'est vrai que c'est une question où la maturité de l'émetteur fait encore beaucoup. Je disais exactement les mêmes choses quand j'avais 35 ans, j'étais pas forcément crédible. Aujourd'hui, non seulement je les dis, je les vends, et je les revends. Donc, je suis crédible. Et donc, c'est peut-être ça qui pourrait nous continuer un avenir radieux. C'est cette volonté toujours de s'enrichir personnellement, professionnellement, mais avec l'unique volonté de transmettre. C'est là où on se considère, nous, dans la formation, comme des passeurs de témoins, quoi, pour essayer de vous faire gagner un petit peu de temps, ou en tout cas de vous enrichir de plusieurs points de vue. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Ça peut être n'importe quoi. Ce que vous voulez dire. C'est C'est compliqué. non, Non? c'est pas que c'est compliqué, c'est une grande Bien sûr. responsabilité de s'adresser à une nouvelle génération. Euh, J'aurais juste envie de dire osez, 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 essayez, enrichissez-vous d'expérience. Et il y a toute cette période-là entre peut-être 18, 20, 25 où votre risque est plus mesuré que si demain vous avez un crédit, une maison, des enfants. Encore que ça n'interdit pas l'entrepreneuriat, mais osez, essayez, enrichissez-vous d'expérience d'abord. Et puis il sera toujours temps de rentrer dans le rang s'il faut, quoi. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Je vous en Dufault. prie, c'est un Merci de nous plaisir. avoir reçus. Merci à vous.